que voilà, ça fait la troisième grande soirée débat qu'on organise sous cette forme dématérialisée depuis la rentrée du mois de septembre. Puis je disais quelques mots de présentation du réseau chrétien immigré qui est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée grand débat. Peut-être un petit mot technique. Logiquement, nous enregistrons notre soirée débat. Ton micro est fermé, Jean-Jacques. Pardon. Oui, je disais, cette soirée débat va être enregistrée. Donc, si vous préférez, à travers vos questions, les poser avec une petite main levée en l'écrivant pour ne pas figurer dans une retransmission qui aurait lieu la soirée débat, n'hésitez pas. Sinon, pour les questions, il y a une petite main qui est possible à se lever. Comme d'habitude, ce qu'on vous propose pour cette soirée débat, c'est d'abord d'écouter notre invité, que je remercie à nouveau d'être des nôtres, et puis qu'on puisse avoir à un moment donné un débat, des questions, un échange avec lui. Je me permets en deux mots, mais vous le ferez mieux que moi de vous présenter. Donc, Aurélien Taché est député du Val d'Oise, a créé en décembre 2020, a fondé le Parti des Nouveaux Démocrates. Batterie, 80%. On avait été très attentifs, notamment en 2018, sur le rapport que vous aviez écrit sur les 72 propositions pour une politique ambitieuse d'intégration. Donc, c'est notamment à ce titre-là, mais pas que, qu'on souhaitait vous inviter ce soir. Et peut-être, pour lancer le débat, vous demandez dans votre présentation quels sont les principaux points de ce rapport, ceux qui vous sembleraient urgents aujourd'hui de mettre en œuvre, et puis peut-être plus largement, évidemment, le regard que vous portez sur la politique actuelle d'immigration et d'intégration. Quel regard vous portez sur cette politique, et aussi quel serait votre programme, vos ambitions, vos propositions en termes de politique d'immigration et d'intégration. Voilà un peu ce qu'on souhaitait aborder au cours de cette soirée. Je vais vous passer directement la parole, bien entendu. Et puis, s'il y a déjà des questions qui viennent au cours de la présentation d'Aurélien Taché, n'hésitez pas à les écrire. Ça nous permet ensuite de lancer directement le débat et les échanges suite à votre intervention. Donc, je vous laisse avec plaisir la parole. Merci beaucoup. Merci de votre invitation d'abord. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Un grand bravo pour les actions nombreuses qui sont menées par les différentes associations de votre réseau, que je connais pour beaucoup d'entre elles, et en particulier sur cet aspect de l'accueil des migrants, comme on dit maintenant, enfin des exilés, dirait d'autres, de son prochain, tout simplement. Donc moi, je suis effectivement sur ces questions depuis plusieurs années, puisqu'avant d'être élu parlementaire et d'avoir fait ce rapport, et je vais y revenir tout de suite, mais c'est vraiment un petit mot de présentation, j'ai eu l'occasion de travailler au moment du plus fort de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, qu'il aurait fallu plutôt certainement appeler la crise de l'accueil d'ailleurs, mais auprès des ministres du logement Sylvia Pinel et Emmanuel Cos, où j'étais chargé de l'hébergement et de l'accompagnement de tous ceux qui sont à la rue, d'une manière générale, mais notamment des personnes qui venaient demander l'asile en France en 2014, 2015, 2016. Et donc, j'ai pu suivre un petit peu depuis plusieurs années l'évolution de ces politiques, ce qui se faisait effectivement avant que finalement, on ait plusieurs millions de personnes qui arrivent autour de 2014-2015, soit du Moyen-Orient, soit de la Corne de l'Afrique, pour demander l'asile en Europe.
ce qui a pu se faire pendant cette période, et j'en étais directement acteur, puisque effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a fait évoluer beaucoup les politiques d'hébergement, enfin d'accueil et d'hébergement des migrants pendant cette période 2014, 2015, 2016, avec, c'était peut-être, vous vous en rappelez, le moment où on a d'abord installé un certain nombre d'équipements à Calais, puis qu'on a essayé de héberger les personnes qui étaient à Calais un peu partout en France dans les fameux CAO, centres d'accueil d'orientation, ou en région Île-de-France, on ouvrait des centres d'hébergement d'urgence pour migrants. Enfin, c'était une période à la fois très dense sur le plan humain, mais aussi sur le plan des politiques publiques, parce que qui nous a obligés à nous re-questionner, à réinventer des choses. Alors moi, j'en tire un bilan mitigé. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit ensuite, une fois élu député, à vouloir retravailler cette question, et en particulier sur le volant de l'intégration. Alors, dans les côtés positifs, je dirais que effectivement, on a quand même en France des dispositifs d'accueil et d'hébergement qui sont assez complets quand les gens sont pris en charge. J'insiste là-dessus parce que la difficulté n'est pas tellement la qualité de la prise en charge, je trouve, mais le fait que les choses soient assez réglementées, normées, que dès qu'on est sur un statut un peu différent, un dispositif nouveau est mis en place et on s'y perd beaucoup. C'est très français, fois, sur beaucoup de sujets. On avait même des centres exprès pour les personnes dublinées, après des centres pour ceux qui veulent d'aide au retour, après des centres en amont de la procédure d'asile, puis des centres pour la procédure d'asile, puis des centres une fois qu'on est devenu réfugié. Je crois que même si je voulais tous les énumérer, les différents dispositifs et centres qui ont été créés depuis 5 ou 6 ans, je ne suis pas sûr que j'y arriverai. Et pourtant, moi, j'ai regardé ces sujets de très, très près. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui, à mon avis, il faut réinterroger. Et puis, si je viens un petit peu sur l'époque que nous vivons maintenant, la caractéristique est qu'il y a toujours plus de dispositifs pour moins de places disponibles, et que l'approche est de plus en plus restrictive. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu moins bon, mais c'est vrai que si on regarde, même si malheureusement tout ça a tendance à se dégrader, l'allocation pour demandeurs d'asile, l'hébergement, les choses qui sont mises en place quand les gens sont pris en charge, est plutôt un standard élevé par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe. Bon, après, voilà, on peut toujours discuter. Moi, dans les gros points noirs que je vois et qu'il faudrait absolument faire évoluer, et ça, c'était déjà vrai à l'époque, c'est resté vrai sous ce mandat et après mon rapport, bien que j'ai énormément insisté là-dessus dedans, c'est l'impossibilité légale qu'ont les gens de travailler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément d'ailleurs animé d'une mauvaise intention au départ, mais que l'accueil des demandeurs d'asile ou des gens qui sont plus ou moins de plus ou moins près dans une démarche de migration extraordinaire, pour reprendre les mots du démographe François Héran. J'aime bien cette catégorie qui fait migration ordinaire, migration extraordinaire, dans le sens où les gens qui migrent pour venir retrouver de la famille, des gens qui migrent, et puis il y en a qui migrent suite à des crises, voilà, donc humanitaires, guerre, etc. Parfois ça rentre dans la Convention de Genève, parfois non, mais en tout cas, c'est une migration extraordinaire. Je trouve que ce concept est plutôt bon. Eh bien, on a calqué cet accueil-là sur celui de l'urgence sociale, souvent d'ailleurs parce que c'est les mêmes acteurs, tout simplement, qui sont impliqués. Et Dieu sait que j'ai un grand intérêt pour la prise en compte de l'urgence sociale. C'est mon métier. On regarde celui qui arrive nécessairement comme quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes problématiques, parce qu'il est dans un moment où effectivement il n'a plus de toit par définition, il arrive dans un pays, dans des conditions
extraordinaire. Mais pour autant, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, en fait, les gens qui arrivent, le plus souvent, ils vous disent « merci de me prendre en charge ». Ça, c'est sûr que c'est toujours mieux que d'être dehors. Évidemment, c'est terrible, la rue, pour ces gens, mais qui ont connu bien d'autres souffrances et persécutions souvent. Mais moi, la plupart du temps, les gens me disent surtout aidez-nous à apprendre le français et laissez-nous travailler. Parce que c'est vraiment ça qui nous permettra de retrouver la dignité qu'on est venu rechercher aussi ici. Voilà. Et donc ça fait des années que au sein de l'État, les choses ne bougent pas sur cette question. Et le rapport était quasiment intégralement, enfin non, parce qu'il y avait beaucoup de sujets dans ce rapport, mais avait été très tourné sur l'insertion professionnelle et sur l'autorisation de travailler, par exemple, pour les demandeurs d'asile. Et malheureusement, les choses n'ont pas vraiment évolué, je trouve, avec une réponse qui est toujours la même, qui est du côté du ministère de l'Intérieur, même si ça n'est pas toujours dit aussi explicitement, qui est d'abord en charge de ces politiques, ce qui est un sujet. J'y reviendrai, mais moi je pense qu'il faudrait aussi s'interroger sur la pertinence de laisser au ministère de l'Intérieur l'intégralité des politiques d'immigration. Je rappelle, peut-être que beaucoup le savent, mais qu'avant 2009, la politique d'immigration, pour aller vite, était répartie entre 3 grands ministères: Affaires étrangères pour tout ce qui était visa, etc. Intérieur pour tout ce qui était titre de séjour, ordre public, éloignement, et affaires sociales pour tout ce qui était accueil et accompagnement, et aussi pour les naturalisations. La suite revenait souvent aux affaires sociales. Et puis, on a tout réuni au ministère de l'Intérieur. Et bon, moi, c'est pas que je... Mais chacun son métier. Et quand vous êtes chargé, effectivement, d'assurer la délivrance des titres de séjour et le respect du droit et les éloignements, et que c'est, comme on le sait, très difficile à faire pour tout un tas de raisons, la tentation naturelle, et moi je l'ai constaté pendant des années pour avoir été auprès des préfets, c'est de se dire, moins il y a de gens qui rentrent, moins il y a de gens qui restent, moins il y a de gens à éloigner à la fin. Voilà. Et donc, tant que c'est le ministère de l'Intérieur qui sera le seul et unique finalement artisan de cette politique, on aura beaucoup de mal à sortir de cette logique malthusienne finalement. Et c'est vraiment l'approche du ministère de l'Intérieur. Et donc, pour l'autorisation de travailler, la réponse est toujours la même. Quelqu'un qui travaille, on ne pourra pas le renvoyer s'il est débouté de sa demande d'asile. Alors déjà, la première question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il faut renvoyer quelqu'un qui travaille, voilà, qu'il ait eu l'asile ou non, si il a trouvé sa place, un travail, et que il est bien ici et que son employeur est content de lui, etc. Pourquoi le renvoyer, hein? Je pense que beaucoup ont vu l'exemple récent de ce boulanger dans l'Est de la France qui s'est mis en grève de la faim pour garder son apprenti. Mais dans quel monde on vit, quoi? Je veux dire qu'en France, on soit obligé d'en arriver là, c'est quand même... Ça en dit long quand même sur des évolutions récentes qui sont, à mon avis, mauvaises. Mauvaises quand on est sincèrement humaniste. Moi, c'est mon cas, j'en fais pas mystère. Mais même d'une manière, tout simplement, si on pose ça sur le plan de la rationalité, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens d'avoir des jeunes gens qui, comme ça, sont travailleurs, trouvent leur place. Souvent même, d'ailleurs, on ne trouve pas de gens, de jeunes plus anciennement en France pour faire ces emplois-là, et puis un entrepreneur qui est très content de son apprenti, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est assez terrible. Cette autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile, moi, je pense vraiment, on est le dernier pays d'Europe à avoir une législation aussi restrictive là-dessus, qu'il faudrait vraiment que ça évolue, parce que ça conditionne tout un tas de choses, en fait. Et ça conditionne aussi le regard que portent nos concitoyens sur la migration. C'est-à-dire que les gens souvent se disent, les gens viennent, d'accord, mais si c'est pour venir pour
profiter des aides, je ne sais pas, enfin voilà, souvent ce qu'on entend. Est-ce que c'est vraiment utile pour le reste des Français? Mais les 3 quarts des gens qui viennent, c'est pas du tout leur intention. Et alors encore moins quand ils sont vraiment très contraints de venir par la guerre ou par autre chose. Ils veulent vraiment travailler. Et souvent, c'est des gens qui sont prêts à aller sur des emplois où il y a des besoins qu'en France ne sont pas couverts. C'est des gens qui ont des qualifications qu'on peut rechercher. C'est des gens qui maîtrisent plusieurs langues et plusieurs cultures et qui peuvent, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens très qualifiés, hein, c'est à peu près 20%, hein, je dirais, moi, des demandeurs d'asile qui sont des gens tout à fait qualifiés, donc qui vivent en plus souvent de l'exil, le déclassement, donc qui sont présentes ici. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment, il faut continuer de le marteler. On a besoin de faire évoluer cela. Les Français considéreront certainement d'un moins mauvais œil l'immigration s'ils voient que les gens qui viennent pour travailler, que bon nombre d'entre eux travaillent, etc. Et donc, c'était vraiment le point central du rapport. Alors, pour faire ça, il y a beaucoup de choses à faire aussi, parce que ce n'est pas qu'une question de faire évoluer la loi. Il y a aussi des choses à mettre en place. Malheureusement, on n'est pas vraiment en pointe en France sur tout ce qui est équivalence de diplôme, sur tout ce qui est reconnaissance du savoir-faire, des acquis d'expérience. Moi, je donnais souvent un exemple au moment où j'ai fait le rapport d'un monsieur que j'avais rencontré avec sa famille, qui en plus était élu vivait dans ma circonscription à Vauréal, dans le Val d'Oise, d'un monsieur qui était infirmier en Syrie au moment de la guerre en plus. Donc, je vous laisse imaginer le savoir-faire, c'est difficile de parler comme ça, mais c'est vrai qu'il avait pu développer dans un temps, un pays comme la Syrie, dans des hôpitaux militaires, etc. Et en France, il est arrivé et il a fallu qu'il reprenne, pour être seulement aide-soignant, absolument toutes ses études. Absolument toutes ses études. Donc, ce monsieur qui a été très suivi, et sa famille qui était très suivie par la commune, par plein de gens, bon, du coup, ça a pu se faire, si vous voulez. Mais c'était très compliqué parce que 3 ans de formation, vous n'avez le droit à rien. En plus, quand vous êtes étranger en France depuis moins de 5 ans, même sur le sol, même si vous êtes en situation légale, pas de RSA ni rien. D'abord, ce monsieur, il a fallu qu'il apprenne le français. Très bien, il faut apprendre le français. Certainement qu'il y avait une remise à niveau à faire sur peut-être les règles d'hygiène en France par rapport à la Syrie, que sais-je encore. Mais enfin bon, faire des points de suture en Syrie ou en France, il me semble que c'est à peu près pareil. Donc, pourquoi avoir dû lui refaire faire 3 années d'études pour qu'il ait son diplôme? Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est aide-soignant. Je crois que c'est même pas infirmier. Après 3 ans, c'est quand même dramatique. Donc, il y a aussi tout ça qu'il faut qu'on fasse évoluer. C'est-à-dire qu'il faut faire évoluer la législation, mais il y a aussi une mentalité, cette culture de la norme très française, cette difficulté à reconnaître les acquis d'expérience, qui est vrai aussi pour les Françaises, hein, pour les Français d'ailleurs. Moi, j'avais beaucoup pointé ça dans le rapport. Et dans la formation professionnelle, il faut aussi intégrer des éléments liés à cette extranéité, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut mettre des éléments de formation linguistique, il faut mettre des éléments liés à la manière dont fonctionne le monde professionnel français. Et tout ça, on a beaucoup de mal. Donc, on avait proposé que dans les certifications professionnelles de premier niveau, on mette des cours de français FLE, ce genre de choses. Donc, il y a eu des choses de ce point de vue-là qui ont bougé, ça c'est vrai. Moi, je crois que, pour le coup, c'était Muriel Pénicaud à l'époque, ministre du Travail, quand elle a lancé son plan d'investissement sur les compétences, il y a eu un certain nombre d'appels à projets spécifiques pour les réfugiés suite à mon rapport, etc. Donc, il y a des choses qui ont bougé, mais il faudrait quand même que ça continue d'évoluer, parce que sinon, on a beaucoup de mal sur les aspects de formation et d'accompagnement professionnel en France à travailler avec des gens tout simplement qui connaissent mal notre pays et notre langue, et ça doit évoluer. Là aussi, toute petite anecdote, mais je me rappelle qu'à l'époque, Gérard Collomb avait été très surpris quand on avait fait un certain nombre de visites ensemble, d'une jeune Nigériane qui disait « Mais dans mon pays, il n'y a même pas de CV, ça n'existe pas, la notion de CV. » Et effectivement, c'est des choses, voilà, quand vous avez des gens qui viennent de loin et qui connaissent peu la France, ou même parfois l'Europe d'une manière générale, il faut pouvoir travailler là-dessus. C'est un investissement de départ, mais qui est tout le temps, en général payant, et quelque chose qui ne trompe pas dans ce domaine, c'est que moi, dans les gens les plus allants que j'ai trouvés au moment où on faisait ce rapport et on travaillait pour réinventer ces politiques d'accueil et d'intégration, il y avait le MEDEF. Le MEDEF était très volontariste. L'organisation patronale était très volontariste parce que lui, cette organisation savait
la nécessité d'avoir des gens qui viennent pour que la vie économique reste dynamique en France et que l'emploi aussi. Et puis surtout, sur les résultats concrets et ce que ça produisait même parfois au sein d'une entreprise sur le plan humain. Moi, j'ai souvenir de chefs d'entreprise qui me disaient, au début, très difficile parce que la personne ne parle pas français, gros investissement des équipes pour même parfois accompagner la personne, ouvrir un compte en banque, l'aider à ouvrir son compteur électrique. Enfin, quand vous êtes réfugié parfois du Soudan, d'Érythrée d'ailleurs, enfin, il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Mais par contre, ensuite, tout le monde reconnaissait que c'était des salariés absolument exemplaires, qu'il y avait une intégration dans l'entreprise qui se faisait très bien, que ça avait fédéré aussi le groupe de toute l'entreprise autour de ce projet et que c'était très positif sur le plan même humain. Donc voilà, je pense que ça, il faudrait continuer à le dire. Malheureusement, c'est très peu le cas. La politique actuelle est très tournée vers la maîtrise des frontières et de l'immigration irrégulière, hein, pour reprendre les termes, voilà, et beaucoup moins sur ces aspects d'accueil et d'intégration. Et évidemment, là, je ne parle que de l'asile, mais si on entrait dans les sujets d'immigration économique, professionnelle et autres, là aussi, ce serait complexe. Et pourtant, on a eu un très bon rapport, là aussi, de l'OCDE, il y a, je ne sais plus, 2 ans, ouais, qui disait qu'il fallait faire évoluer les choses en France là-dessus, que ça n'était plus tenable. Donc, moi, je suis je suis vraiment déçu du fait qu'on ne soit pas un tout petit peu capable de faire bouger les lignes sur ces sujets en France par, par manque de volonté et de courage politique, parce qu'on est convaincu que ça pourrait déplaire vraiment beaucoup aux Français, mais les Français, ils sont déjà de toute façon inquiets autour des sujets d'immigration. Donc, à mon avis, améliorer les choses et faire en sorte que ça fonctionne mieux ne pourrait être que positif. Et les fameuses théories autour de l'appel d'air ou que sais-je encore s'avèrent fausses, parce que de toute façon, à cette époque-là, déjà, les gens ne voulaient pas venir en France, c'était en Angleterre, parce qu'ils savent que c'est difficile en France de trouver un emploi quand on n'est pas là depuis longtemps. Il y a aussi toutes les questions autour du rapport à la religion qui sont, à tort ou à raison, mais en tout cas des choses que les gens se disent quand ils viennent en Europe en se disant que la France est particulier, etc. Et donc, c'est complètement faux de dire qu'il y avait des appels d'air. Et il y en a encore moins aujourd'hui avec les politiques d'accueil qui sont mises en place et qui sont véritablement extrêmement restrictives. Et pourtant, les gens continuent de venir. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Je ne vais peut-être pas être trop long parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et après, je peux évidemment avec plaisir répondre à vos questions. Mais moi, je suis là, au moment où on se parle, très inquiet du fait qu'en pleine crise Covid et autres, il y a encore beaucoup de gens dehors, à Aubervilliers, à Calais, ailleurs, et qu'on ne mette pas en place de l'accueil pour cela. Je regrette que les principales propositions du rapport qui proposaient de changer de paradigme en disant dès que les gens sont pris en charge dans un centre, il faut mettre les cours de français et l'autorisation de travail, n'ait pas été retenu parce que là aussi, les cours de français ne commencent que très tard, ne commencent qu'au moment de la signature du contrat d'intégration républicaine. Il s'est passé souvent 2 ou 3 ans entre le moment où la personne arrive en France et cette signature-là. Et donc, on perd un temps fou pour les gens. Et à chaque fois, c'est la même réponse. C'est quelqu'un qui aurait appris le français et trouvé un travail ne pourra pas repartir. Mais s'il a appris le français et trouvé un travail, pourquoi voulez-vous l'envoyer? Bon, donc après, ça devient un dialogue de sourds. Hein. Au bout d'un moment, c'est un choix politique. Voilà, donc moi, je continue de penser vraiment qu'il faudrait faire ça, que la France, dans son ensemble, évidemment les gens qui viennent, mais la France, dans son ensemble, y gagnerait, parce que des gens qui viennent dans ces conditions-là, qui apprennent la langue, qui apprennent à travailler, voilà, ils apportent à la nation, ils sont ils sont dans une forme de ils trouvent leur place ensuite complètement, et donc c'est vraiment vraiment dommage. Il faudrait pouvoir reprendre tous ces sujets et bien d'autres, mais déjà, si on se disait qu'en France, personne ne reste dehors, quelle que soit sa situation administrative, et qu'ensuite, quand quelqu'un est dans une démarche d'asile, on lui met tout de suite la possibilité, j'ai pas dit qu'il fallait lui trouver un emploi, j'ai dit la possibilité de travailler et d'accéder à des cours de français. Il y a énormément de choses
qui changeraient. Et c'est vraiment ça, je crois, les vraies priorités. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Bruno, si on a déjà des premières questions. Alors, il y a une question qui a été mise par écrit. Est-ce qu'on peut avoir à nouveau le texte écrit ou bien la personne qui a mis cette mention peut prendre la parole pour poser la question? Moi, je veux bien. En fait, merci, Monsieur Taché, pour cet exposé. En fait, on se rejoint, c'est vrai, mais en même temps, comme vous êtes député, je me dis qu'avec d'autres, évidemment, pas tout seul, moi, la question que je pose, effectivement, il y a des lois, mais nous nous rendons compte que les lois, elles ne sont pas respectées et il s'en faut concernant les migrants, les étrangers. Alors donc là, comment faire pour la... Bon, il y a des lois, mais elles ne sont pas respectées. Là, il y a des places supplémentaires. Vous l'avez dit, on l'entend dire, mais il y a quand même beaucoup de gens dehors quand il y a l'évacuation de la porte de Paris. Moi, je suis à Saint-Denis. Et donc, je suis bien d'accord avec vous qu'on devrait pouvoir travailler quand on arrive, que l'on soit demandeur d'asile ou pas. Il y a des boulots en tension, donc ça devrait se faire. Mais voilà, pour l'hébergement, voilà, je veux dire, comment on pourrait faire évoluer cette situation, vous, avec nous, et nous avec vous, en tant que plaidoyer, la société civile, et puis vous, les élus. Voilà. Alors, est-ce que je réponds tout de suite ou est-ce que moi, tout me convient, hein. Oui. Ouais, d'accord, très bien. C'est mieux. Alors, non, mais si je comprends bien votre question, c'est la question finalement de tout simplement faire appliquer la loi en France, notamment sur l'hébergement inconditionnel. Hein, c'est l'article 345-2 du Code de l'action sociale et des familles, si ma mémoire est bonne. C'est très difficile, en effet, de faire respecter la loi, notamment quand il s'agit de personnes étrangères. Et l'État est régulièrement condamné par la justice administrative en France ou par des juridictions européennes, par exemple, pour le non-respect de la loi. Et effectivement, moi, je suis parlementaire. J'ai déjà eu beaucoup de mal au moment où j'ai fait mon rapport et où j'étais dans la majorité, parce que je l'ai quitté depuis, notamment parce que cette politique ne me convient plus, notamment sur ce sujet-là, qui était pour moi un sujet très important, voilà, qui correspond au cœur de mon engagement professionnel et politique. Eh bien, à cette époque-là, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à faire bouger les lignes. Alors maintenant, c'est encore autre chose, si je puis dire. Donc, j'ai malheureusement la crainte que, pour ce qui est de la période actuelle, après on verra comment les choses évoluent, hein, pour ce qui est de la période actuelle, ce soit très difficile de faire évoluer la loi de manière vraiment substantielle, puisqu'il y a un refus clair et net du pouvoir exécutif qui est sous la Ve République, comme vous le savez, est très fort. Et même le Parlement a du mal à faire bouger cela. Bien sûr, si la majorité des députés votait contre le gouvernement, ce serait différent. Mais bon, il ne nous a pas échappé que le fait majoritaire en France fait qu'en général, ça ne se passe pas comme ça, et encore moins sous cette mandature. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire. Après, j'ai bien conscience que ce n'est pas du tout satisfaisant ce que je vous réponds, mais il y a à toujours agir. Moi, je pense aussi que malheureusement, mais tant pis, si c'est comme ça que ça doit fonctionner, la voie judiciaire doit être explorée davantage. Moi, c'est les choses auxquelles je réfléchis parce que sur les non-recours à l'hébergement d'urgence ou sur... il est possible aujourd'hui pour les gens individuellement de faire condamner l'État. Encore faut-il prouver que l'État n'avait pas de place disponible, etc. Mais encore faut-il que l'État prouve qu'il n'avait pas de place disponible, etc. Et parfois, il arrive à faire débouter le recours. Mais ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas des actions collectives qui seraient plus qu'on pourrait envisager. Le Conseil constitutionnel a quand même reconnu le principe de fraternité récemment, ce qui veut bien dire quelque chose, ce qui veut dire d'abord, si vous me permettez, que, et ça va être dur pour moi, mais tant pis, je vais le dire, que parfois en France, on se dit que les juges arrivent à mieux faire progresser les droits que le Parlement. Bon, mais c'est comme ça. Et que à partir de ces nouvelles normes, et peut-être aussi dans les normes internationales, il y aurait à réfléchir
pour voir si quelque chose qui a été fait récemment sur l'action climatique ne serait pas duplicable sur l'accueil des réfugiés. L'État a été récemment condamné pour non mise en œuvre de sa politique climatique. Et je pense qu'il y aurait à réfléchir ensemble, acteurs associatifs, parlementaires, tous ceux qui s'intéressent à ces questions, à explorer quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est ce qu'on appelle l'affaire du siècle que je suis en train d'évoquer là sur le sujet climatique. C'est né comme ça, c'est né de militants associatifs, d'élus qui ont réfléchi à la manière de faire bouger les lignes, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et peut-être ça nécessiterait, là c'est pareil, l'occasion d'en parler avec certains à différentes occasions, mais de pouvoir objectiver les choses davantage déjà pour pouvoir véritablement... parce que c'est un sujet qui est très peu documenté en fait, l'immigration. Parce que d'abord, les chiffres, très peu les ont, à part le ministère de l'Intérieur ou d'autres, que ici ou là, tel ou tel acteur va pouvoir... Et donc, moi, je me demande si cette voie judiciaire, elle ne pourrait pas être explorée davantage, et si le préalable ne serait pas de réfléchir à une espèce d'observatoire un peu large sur la question de l'accueil et de l'intégration en France, qui démontrerait un peu toutes les violations. Voilà, je veux dire, on parle de ces gens qui sont dehors, mais il y a aussi ce qui se passe à la frontière italienne, où alors là, c'est vraiment mais terrible, et sur le plan du droit, totalement... inconcevable, vraiment, ce qui se passe. Mais bon, la situation est devenue tellement aussi étonnante sur le plan politique, hein. Depuis 2015, les frontières ont été refermées suite aux attentats. Depuis, il y a eu la crise sanitaire. Enfin bon, c'est vrai que tout est compliqué. Mais je ne crois pas que ça justifie des violations des droits humains quotidiennes et de la loi par l'État français lui-même, qui, quand il trouve des gens en souffrance, les ramène de l'autre côté de la frontière plutôt que de les secourir. Enfin bon, bref, des choses terribles. Donc, je pense que tout ça, il faudrait pouvoir l'objectiver et qu'on aurait besoin d'une espèce de structure qui réunisse un peu tous les gens qui s'intéressent à ces questions, et qu'ensuite, la voie judiciaire soit davantage explorée, parce que pour ce qui est de la loi, déjà, il faudrait qu'elle soit appliquée, vous l'avez dit, elle ne l'est pas toujours, donc là, c'est vraiment dans le ressort... c'est vraiment du ressort du gouvernement de faire appliquer la loi, ça c'est clair. Et pour la faire changer, à très très court terme, je ne suis pas très optimiste. Donc, il vaudrait mieux explorer d'autres voies. Si vous permettez, je vais vous poser à mon tour une question en profitant du fait que je suis animateur. J'ai été intéressé par ce que vous avez dit à propos du comportement du MEDEF, qui approuve l'idée que l'on puisse autoriser les demandeurs d'asile, à tout le moins, à travailler sans délai. Et je voulais savoir quelle est l'attitude des syndicats de salariés. Qu'en est-il de la CFDT, de la CGT, de la CFTC? Parce que s'ils sont du même avis que le MEDEF, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait résister à cette demande collective. Eh bien, je vais être très franc, j'ai trouvé plus d'allant du côté patronal que du côté des syndicats de salariés, qui, sans y être opposés, n'en font que rarement une priorité de leur combat, en tout cas de l'autorisation de travail des demandeurs d'asile. Mais pour autant, ils ne s'y opposent pas, si vous voulez. Simplement, pour que ça bouge, il faudrait que peut-être ils disent davantage que c'est prioritaire. La CGT est très active sur la régularisation des travailleurs sans papier, ça oui, sans problème. En revanche, pour faire évoluer la loi je suis sûr que beaucoup la connaissent, enfin Marine Poulain, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, bon, fait un travail incroyable, mais pour faire évoluer la loi sur l'autorisation de travail des demandeurs d'asile, c'est moins une revendication fortement portée. La CFDT y est favorable aussi, mais encore une fois, bon, voilà, hein, si ils ne disent pas haut et fort qu'il faut que ça bouge, alors que côté patronal, il y a vraiment une vraie demande. Le MEDEF avait même mis une politique d'accompagnement assez forte, hein. C'était assez impressionnant, hein, avec même des classes, des formations spécifiques sur certains métiers ouvertes pour les réfugiés. Je me rappelle d'au moins 2 métiers très différents. D'abord, dans les
dans le bâtiment pour les couvreurs, et puis aussi dans la banque, vous voyez, sur des choses soit qualifiées, soit peu qualifiées. Enfin, donc, eux investissaient vraiment du temps, de l'énergie, etc. Côté syndicat de salariés, je n'ai pas rencontré d'opposition, mais je n'ai pas rencontré non plus, j'ai pas senti non plus une grande ferveur. Voilà. Je veux bien aussi prolonger la question. Vous disiez que le ministère de l'Intérieur est dans une logique un peu malthusienne et malheureusement, effectivement, la politique de l'immigration est au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce que la vision est un peu différente quand on va du côté du ministère du Travail, par exemple, ou d'autres ministères, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme de bloc très, très prudent n'est pas le mot qui convient, mais justement à ne pas aller dans ce sens-là, où il y a des leviers de vision un peu différentes suivant les portefeuilles? Non, il y a clairement des cultures différentes en fonction des ministères, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que dans les politiques publiques, il faille changer l'architecture en matière d'immigration, parce que tant que, encore une fois, la personne qui est chargée de raccompagner les gens quand ils n'ont plus à rester est la même que celui qui doit les accueillir, ça ne peut pas aller, parce que la personne en charge du raccompagnement, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, il sait que c'est très dur d'éloigner des gens, donc il va dire il vaut mieux agir à l'entrée. Tant pis si les gens ont des droits, tant pis si les gens si on met un peu tout le monde dans le même sac, c'est tellement dur ensuite de faire les retours que voilà. Et puis il y a une pression politique qui est forte sur ce sujet, qui n'était pas avant, donc forcément le ministère de l'Intérieur réagit aussi à cette pression politique. Différents présidents, premiers ministres qui se sont succédés, plus ou moins, mais ont toujours quand même mis l'accent aujourd'hui sur voilà, les politiques de retour. En tout cas, c'est comme ça depuis au moins 15 ans, on va dire. Donc c'est quand même ça qui est à prendre en compte. En revanche, dans les différents ministères, il y a des gens, et notamment les hauts fonctionnaires en charge de mettre en œuvre ces politiques, qui ont des visions totalement différentes et des cultures administratives très différentes. Et par exemple, au ministère du Travail, il y a clairement plus d'ouverture, parce que les gens savent que sur certains sujets, il y a besoin de gens qui viennent pour faire les emplois. Au ministère des Affaires sociales, il y a une tradition de solidarité en général, donc c'est plus facile aussi. Même aux affaires étrangères, non, ce qui est vraiment, parce qu'aux affaires étrangères, vous avez aussi la culture diplomatique qui fait que on n'a pas forcément envie de passer son temps à aller demander des visas pour renvoyer les gens chez eux et se fâcher avec les pays, etc. Il y a vraiment comme ministère de l'Intérieur, et en lui donnant cette compétence pleine et entière, on a fait le choix de rendre les choses les plus restrictives possibles. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Il n'y a même plus vraiment d'interministérialité sur ces sujets. Moi, vous savez, quand j'étais en responsabilité, il y avait beaucoup d'interministérialité. Nous, ministère du Logement, on était très consultés et on arrivait à se faire entendre. C'est fini aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai le souvenir du Logement, voilà, au moins les deux précédents, Jacques Mézard notamment, qui me disait « Aurélien, le ministère de l'Intérieur décide tout maintenant sur ces sujets. On ne peut plus avoir voix au chapitre pour héberger, loger qui que ce soit en dehors des gens qui sont vraiment… Voilà. » Donc, il y a une vraie différence, et je pense que ce sujet est important. Et alors, je le dis parce que bon, je suis en campagne pour personne, moi encore, hein, ça viendra peut-être, mais j'ai entendu une réflexion intéressante de Yannick Jadot dimanche matin sur Europe 1 qui disait il faut justement sortir l'immigration du ministère de l'Intérieur et la remettre côté solidarité. Et ben, je trouvais que c'était pas bête que quelqu'un dise ça, voilà, parce que moi, ça fait un moment… J'avais mis dans le rapport, moi, qu'il fallait créer une agence de l'intégration et la mettre sous l'autorité du Premier ministre. Ça, enfin, chez le ministère de l'Intérieur, encore une fois, j'ai absolument rien contre le ministère de l'Intérieur, mais chacun son métier, et accueillir et accompagner des gens n'est pas le métier du ministère de l'Intérieur, qui est là pour faire respecter l'ordre. C'est un autre métier. Il y avait une question, Nicolas, c'est toi qui posais une question? Non? C'est pas toi, Nicolas, qui posait une question? Oui, tout à fait, c'est moi. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le député, pour votre intervention. Je partage vraiment votre souci de voir, votre inquiétude de voir le ministère de l'Intérieur avoir une telle influence et tant de pouvoir.
qui décident vraiment de tout. Ça se voit dans ces décisions. Et vous parliez de réfléchir au mode d'action à travers la voie judiciaire. Seulement, j'ai vu un changement très important du côté de la justice administrative, avec des juges parfois nouveaux, nouvellement nommés, qui prennent des décisions vraiment à contrario des jurisprudences européennes. Donc, ce sont des juges qui disposeraient de tous les instruments juridiques pour annuler des arrêtés de transfert, des OQTF, par exemple, et qui, en fait, prennent certains faits pour les tordre, en fait, et enfin, vraiment, en tout cas, plus des études sérieuses pour voir ce qui se joue dans leurs décisions et puis aussi dans leur nomination. Alors, ça, c'est effectivement une question intéressante. Moi, je vous admets que je suis un petit peu moins à la page que je l'ai été sur la jurisprudence administrative très récente, parce que, pour la bonne et simple raison que alors sur les OQTF, moins, mais par exemple sur les recours à l'hébergement d'urgence, quand l'État a été condamné pour non-action, ça remontait à mon bureau pour savoir si on devait faire appel ou pas. Donc, j'avais un peu de vision sur ça quand j'étais encore chargé. J'en ai un peu moins maintenant. Et alors, sur tout ce qui est... je relis en même temps hein, votre... Ouais. Oui, je comprends votre question. Sur cette disparité dans la mise en œuvre des décisions concernant les OQTF et sur effectivement, oui, sur cette question de savoir, si les juges, en fonction, voilà, enfin, il y a une disparité qui est trop grande et qui vous paraît un peu suspecte. J'ai cru comprendre ça et que du coup, ça pose même des questions un peu déontologiques sur la nomination et l'évolution de la carrière de ces magistrats. J'entends bien. C'est un point, honnêtement, que je découvre un peu, en tout cas pas forcément le durcissement, mais que ce soit un point de préoccupation aussi important pour des acteurs comme vous et que vous me interpelliez au point de demander une mission parlementaire me questionne. Donc, du coup, je vais regarder ça d'un peu plus près et effectivement voir par quel bout ça peut être pris, si vous me pardonnez cette expression un peu triviale, mais en tout cas, avoir un point d'intérêt. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à une mission parlementaire aussi rapidement. En revanche, ce qui est tout à fait possible de faire, c'est d'interroger le gouvernement sur la disparité des jurisprudences et sur... oui, je vais essayer de voir comment je peux parler de la question des nominations dans un cadre comme celui-ci. Mais poser une question écrite au gouvernement, au ministre de la... je pense que c'est au ministre de la Justice qu'il faudrait s'adresser en l'occurrence. C'est tout à fait envisageable. Et la première chose déjà que je vais faire, c'est vraiment de regarder un peu ces jurisprudences européennes que vous évoquez qui permettraient d'annuler ces arrêtés de transfert OQTF et qui ne sont pas mises en œuvre en France. Tout ça n'est pas rassurant. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien peut-être trop rapide, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit, avec décision prise pourtant par la plus haute cour, le Conseil d'État, concernant les journalistes qui ne peuvent plus suivre les évacuations de migrants. On a quand même l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose d'un peu subjectif, pour ne pas dire autre chose, dans la manière dont la justice administrative se comporte sur ces sujets en ce moment. Alors après, si on allait un peu plus loin, j'aurais tendance à dire que, mais bon, on ne va pas ouvrir ce débat-là, c'est la question de la pertinence d'un ordre administratif dans la justice qui se pose aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une justice un peu spécifique pour l'État et que ce n'est pas le judiciaire gardien des libertés individuelles qui juge les étrangers, mais une justice qui est quand même un peu moins indépendante que l'autre, c'est peut-être ça le fond du problème. Mais je note bien et je vais regarder ça. Et
le cas échéant, si on agit de manière très concrète au plan parlementaire, je vous ferai retour. Très bien, je vous remercie. Pierre a posé une question. Il faut ouvrir le micro, hein. Pierre, il faut ouvrir le micro. Oui, oui. Voilà. Dans le prolongement de ce qui a été dit, la question est la même pour la CNDA. On assiste à un durcissement des décisions de la CNDA depuis quelques mois qui est manifeste. Et des décisions où il y a une jurisprudence beaucoup plus favorable dans le passé, on assiste maintenant à des décisions qui sont beaucoup plus sévères et sans qu'on en connaisse la raison, sans qu'on puisse en justifier tellement la raison. Donc, le problème est vraiment très large. Oui, je suis qu'à moitié surpris aussi. C'est une cour, c'est une juridiction un peu d'exception aussi, la CNDA. Donc, de ce fait, potentiellement perméable au contexte, plus que juridiction judiciaire classique, avec toute l'indépendance qu'on leur connaît. Donc là, il y a une question de fond sur des contentieux aussi sensibles et des sujets aussi sensibles. Est-ce qu'on peut encore... parce que la France s'enorgueillit souvent, par exemple, d'avoir l'OFPRA qui est indépendante, d'avoir toute une organisation de sa politique d'accueil ou d'asile qui n'est pas directement calquée sur la décision politique. Au ministère en Allemagne, par exemple, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit qui fixe le nombre de réfugiés par pays. Hein. C'est pas bien, on les prend sans se poser plus de questions. C'est un peu ce qui s'est passé dans les années 2015. Et à l'inverse, je cite cet exemple parce que de dire on prend aucune personne qui vient du Kosovo, par exemple, parce que c'est en Allemagne, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, l'indépendance, même si elle est relative, mais l'indépendance quand même de l'OFPRA, etc., fait qu'on continue de donner l'asile à des gens qui viennent du Kosovo. Alors c'est 13%, je crois, mais bon, je pense que si ça avait été Gérard Collomb qui avait eu la possibilité de décider sur ce point en direct, la question aurait été réglée depuis longtemps, si je m'en réfère à toutes les déclarations qu'il a pu faire sur le sujet. Donc, j'entends, et peut-être que finalement, cette indépendance, et notamment sur le plan de la justice, elle est de plus en plus de façade. La CNDA, il y a d'autres problèmes aussi. Les délais sont très longs. Enfin, je veux dire, donc il y a peut-être vraiment une réforme globale à opérer sur ce point. Et donc, si on regardait ce sujet un peu sérieusement en termes d'architecture des politiques publiques, certainement qu'il faudrait se poser la question aussi des voies de recours et des organes chargés de les étudier. Donc, c'est intéressant que vous me disiez cela, parce que moi, c'est vrai que ces tout derniers mois, j'ai un tout petit peu moins suivi les décisions qui étaient rendues, et donc, voilà, ce que j'entends me préoccupe. Donc, on va là aussi dans le cadre du mandat qui est encore le mien aujourd'hui, regarder ça. Florence Donson avec une question. Mais il faut qu'elle active. Voilà. Oui. Oui, bonsoir, les amis du RC. Je suis maison d'une association à Paris, dans le 5e et 13e, et nous recevons des familles. Et des familles, nous constatons que ces familles qui viennent de toute l'île de France, elles sont hébergées. Alors nous recevons souvent, la plupart du temps, des familles sans papier qui sont éligibles ou qui seront éligibles à la demande de régularisation. Et avec horreur, nous constatons que les familles sont souvent logées pendant des années en courte durée, c'est-à-dire qu'ils vont déménager de Val d'Oise, ensuite ils vont aller dans l'Essonne et puis ils vont retourner dans les Yvelines, etc. Et grand 1, les enfants ne peuvent plus suivre de scolarité et je ne sais pas où déclarer ça, si vous voulez. Parce que nous rencontrons des enfants qui ne vont pas à l'école pendant 2 ans.
parce que ou parce que la mairie ne peut pas recevoir, la mairie voisine à l'hôtel ne peut pas recevoir les enfants. Voilà. Parce que il y a des histoires de territoire. Et l'autre problème de santé publique, alors grand 1, c'est un problème de scolarisation, alors que c'est la loi que les enfants aillent à l'école. Et quand ils sont petits, ils n'ont donc pas accès à la langue, pas accès au centre de loisirs, pas accès à la cantine. Et comme ces familles ont accès à l'aide alimentaire, ces nombreux déménagements ne leur permettent plus d'aller à l'accès alimentaire puisqu'ils dépendaient de l'accès alimentaire de la précédente ou pré-précédente localisation. À l'hôtel, on n'a souvent pas le droit de cuisiner, donc ce sont des familles dont les enfants ne mangent pas. La seule manière de pouvoir manger correctement, c'est d'aller à la cantine 5 fois par semaine. On a un repas chaud équilibré. Centre de loisirs, pendant les vacances, le mercredi, on a des repas. Et ça, nous sommes dans notre association extrêmement choqués de rencontrer le nombre de familles qui ont des problèmes d'alimentation et d'éducation. Alors moi, j'aimerais savoir comment se pose la question de l'hébergement. Parce que ça fait une dizaine d'années quand même qu'on parle toujours de l'hébergement, que comment se fait-il que ce soit toujours dans des hôtels qu'on loge pour quelques jours, ici et là, mais vraiment comme si à chaque fois la question se reposait. Il y a de plus en plus d'hôtels qui offrent des chambres puisqu'il n'y a plus de touristes, mais sans avoir le droit de cuisiner, donc des familles qui ont faim, des enfants qui ont faim. Et il y a beaucoup de locaux qui sont... Comment se pose la question de l'hébergement? Ça fait 15 ans que l'on dit qu'il faut des appartements. Et on continue à payer extrêmement cher des hôtels, alors que les appartements coûtent beaucoup moins cher. Les CADA, les structures où les personnes restent de manière pérenne aussi. Et c'est un enjeu pour l'éducation des enfants. Je tire une sonnette d'alarme. Je vois des choses épouvantables. Oui, alors cette question de la prise en charge dans des hôtels avec une mobilité très très forte, là non plus, elle n'est pas nouvelle. Hein. C'était un des premiers... moi, j'avais lancé le premier plan de réduction des unités hôtelières en 2015, hein, quand j'étais au cabinet Sylvia Pinel, avec la Dial, avec Sylvain Mathieu et d'autres, on avait mis ça en place. Malheureusement, ça n'était pas du tout... en fait, on n'a pas du tout réduit les unités hôtelières. On a augmenté un peu les alternatives à l'hôtel à travers des dispositifs d'intermédiation locative, à travers des pensions de famille, à travers un certain nombre de choses qui, en plus, sont rarement accessibles au public dont on parle. Parce que comme les publics dont on parle sont dits en situation administrative complexe, voilà, déboutés, ils n'ont le droit généralement qu'à l'hébergement d'urgence. Moi, j'avais prôné le fait qu'on ouvre davantage de centres d'hébergement pour les familles, des CHU-familles. Je me disais ça, au moins, ça va permettre, quand il y a des enfants, d'éviter l'hôtel et d'avoir une prise en charge qui ressemble de près à un logement quoi, stable. Mais là aussi, c'est une voie qui a été assez peu suivie, malheureusement, parce que il faut des emprises foncières, ça coûte un peu d'argent, etc. Et effectivement, la question de l'hôtel, je comprends qu'elle soit très problématique et que malheureusement, elle ne soit pas en train de s'endiguer. Alors, ce qu'il y avait eu aussi comme réflexion, mais il faudrait regarder ça là aussi d'un peu plus près, c'était de faire racheter ces hôtels par des sociétés de logements sociaux ou qui pourraient ensuite en faire des centres. Bon, je crois qu'il y a eu quelques expériences, je ne sais pas trop ce que ça a donné dans le détail, il faudrait regarder ça. Et puis après, c'est le système du 115 lui-même, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans cette manière de faire où il faut rappeler chaque matin un centre qui doit vous trouver les places qu'il y a et qui donc est obligé de manière parfois totalement irrationnelle de bouger les gens en fonction des disponibilités et qu'on n'inversera pas la question, on aura du mal. La politique du logement d'abord, c'est la bonne politique si vous voulez, mais il faudrait qu'elle soit beaucoup plus massive et qu'elle soit moins restreinte sur les gens qui sont en situation administrative complexe. C'est toujours la même question, ou alors de régulariser ces personnes, mais c'est l'un ou c'est l'autre. Et effectivement, pour la question des écoles, je vois bien que ça devient de plus en plus
difficile, et avec en plus cette spécificité francilienne qui fait que effectivement la plupart des gens viennent en Île-de-France et que donc ça devient de plus en plus difficile en Île-de-France de trouver des solutions. Non, là aussi, il y a un sujet politique de fond, c'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas capable de dire qu'effectivement, ce qu'on appelle les ninis, ni régularisables, ni expulsables, doivent être pris en charge, ou alors on doit leur donner des papiers, hein, on va buter très fortement là-dessus. Et c'est vrai que la loi n'est plus appliquée, et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me rends compte que ça peut paraître une réponse un peu faible par rapport à la hauteur des enjeux et ceux que vous constatez, vous, chaque jour sur le terrain, mais je pense que c'est une réalité qui est trop mal connue, qui est trop peu objectivée, et que pour arriver finalement à faire bouger les choses, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose qui soit... que l'on impacte un peu plus l'opinion, qui est loin de s'imaginer parfois ce qui se passe, et que ça pourrait bouger ensuite sur le plan politique. Mais je reviens à cette idée d'observatoire ou autre, mais enfin, il faudrait vraiment arriver à montrer la situation de ces jeunes, de ces enfants, ces familles, et à quantifier cela. Moi, j'ai une proposition très simple. Si une personne n'a pas été renvoyée chez elle, il faut lui donner un titre de séjour, quel qu'il soit. Voilà. M'avait plutôt dit oui, mais d'abord, il faut envoyer les gens qu'on doit envoyer, puis après, on fera ça. Bon, du coup, on est toujours au même point, quoi. Et comme on n'arrive pas à renvoyer les gens non plus, parce que, mais encore faut-il, eh bien, on en revient à cette vieille politique du dogme de la dissuasion. Voilà, on va essayer de décourager les gens. Et plus les conditions d'accueil seront mauvaises, plus on a de chances que les gens ne viennent pas au repas. C'est quelque chose qui est insupportable, mais qui est pourtant clairement Enfin, ce qui se passe. nous, on rencontre des familles qui sont là depuis 7-8 ans et qui vivent encore à l'hôtel. Donc, ça coûte super cher. Et puisqu'on veut réduire les coûts, et puis ils sont invisibles, quoi. Et on est bien content qu'ils soient invisibles. Qu'est-ce que vous, de votre place, vous pouvez faire pour ça? Moi, je peux interpeller, je peux obliger le gouvernement à se justifier, je peux proposer des choses au Parlement, mais je ne peux pas, malheureusement, changer ni ce qui est géré aujourd'hui par voie de circulaire par le ministre de l'Intérieur ou le ministre du Logement. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Donc, mettre la pression, leur poser des questions, les interpeller. Je suis dans mon rôle de parlementaire et je peux le faire, et je le ferai volontiers, même si nécessaire. Proposer même des choses au Parlement pour mettre la lumière et démontrer... vous voyez, par exemple, sur cette question de l'hôtel, vous avez vu que pour l'ASE, c'est en train de bouger un petit peu. Bon, on espère, en tout cas. Adrien Taquet a dit que bientôt, l'hébergement des enfants à l'hôtel serait interdit suite à ce fameux reportage de... je ne sais plus si c'était Mme Musset, enfin bon, bref, un reportage qui a fait bouger les lignes. Moi, ce que je crains, c'est qu'en interdisant, avec des principes d'interdiction de ce type-là, vous allez voir qu'on va prendre de moins en moins de jeunes en charge. Comme il n'y aura pas d'alternative de créer, ou pas suffisamment, il y aura moins d'enfants qui seront pris en charge, notamment dans les MNA, par l'ASE, où les enfants resteront sans protection, sans prise en charge. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est-à-dire que si on proposait quelque chose du style, voilà, même une loi, vous voyez, je pourrais réfléchir à déposer une loi pour interdire, au-delà d'une durée, l'hébergement à l'hôtel ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que ce qui me fait peur, d'abord, il y a peu de chances qu'elle soit adoptée, mais admettons que le gouvernement dise, bon, ça met vraiment le sujet en lumière, on ne peut pas rester sans bouger, etc. Je me méfie de ce que ce type de choses pourrait avoir comme effet concret, parce que s'il n'y a pas des moyens qui sont mis derrière pour avoir des centres d'accueil ou autres, où vont aller les gens? S'il y a une interdiction, ils vont rester dehors. Donc, c'est ça qui m'effraie. Donc, c'est très, très difficile, hein, et je
je ne peux que vraiment être non seulement d'accord avec vous, mais horrifié par les reculs qu'on a fait sur ce plan. Je ne peux pas le dire autrement, ce serait mentir. Moi, quand j'étais encore directement en responsabilité, parce que j'étais en cabinet ministériel sur ces sujets, il y avait quand même une approche plus équilibrée. Et je vois bien que là, c'est plus le cas. Alors, je vais quand même me rapprocher de la ministre Madame Vargon, parce que quand même me rapprocher d'elle pour vraiment. Mais je crains qu'en plus, la réponse soit celle que j'ai évoquée un peu au début, c'est-à-dire, de toute façon, monsieur le député, elle va me dire, c'est le ministre de l'Intérieur qui gère ça. Et là, pour le coup, j'ai déjà écrit de nombreux courriers à monsieur Darmanin pour l'alerter sur des situations diverses et variées, sans que ça ne fasse bouger les choses d'un millimètre. Merci. Il y avait une question de Catherine. Alors, il faut qu'elle ouvre son micro. Oui, merci. Alors, Non, c'était peut-être, par rapport aux études, enfin, quelque chose d'objectif. Je voulais dire qu'il y a des études tous les ans. Il y a des études de l'ANAFE, l'Association d'aide aux frontières. Il y a des études de l'Observatoire des lieux d'enfermement. Il y a des études de l'Amnesty, Amnesty France, sur tout ce qui n'est pas convenable vis-à-vis des migrants dans notre pays. Et donc, si vous voulez, ça pourrait, en fait, peut-être qu'on pourrait travailler davantage ensemble, quelques députés de bonne volonté, comme vous, et puis des associations bien engagées, comme RCI sur le terrain, mais moi, je suis CCFD Terre Solidaire, donc on est plus dans le plaidoyer. L'ANAFE, ce sont des associations très engagées aussi qui vraiment font des études, prennent du recul pour objectiver les choses. Donc voilà, il y a une piste là que l'on pourrait peut-être, parce que vous avez parlé de l'affaire du siècle, mais l'affaire du siècle, l'écologie, Dieu merci d'ailleurs, l'écologie rassemble plus facilement que les migrations. Dans l'opinion publique, les migrations qui sont, l'idée sur les migrations fortement conditionnées par les médias sont très clivantes. On arrive, c'est très difficile. Les gens ont des avis faux, mais clivants. Et donc, je pense que ce serait possible de travailler davantage ensemble. Alors, vous savez, à un moment donné, on avait demandé les états généraux des migrations au début et ça a été refusé. Enfin, oui, on avait demandé ça comme il y avait sur l'alimentation, etc. Et donc, voilà, ça existe quand même, les états généraux des migrations, sans que ce soit officialisé voilà, ça existe et ça marche. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble, voilà, davantage que, bon, vous êtes tout seul, nous, on n'a pas beaucoup d'ouverture sur le gouvernement. Aucun amendement qu'on a proposé depuis que Macron est au pouvoir n'a pu être étudié, simplement étudié. Donc voilà, le plaidoyer, ça peut passer par une coopération avec les élus de bonne volonté. Écoutez, je ne peux que voilà, saisir la main que vous me tendez. Non, non, moi je suis tout à fait disponible pour cela. Je pense qu'il faut vraiment arriver sur ce sujet qui est compliqué, vous l'avez raison, et qui cristallise malheureusement beaucoup de passions et pas toujours les plus heureuses, arriver à rassembler tous ceux qui sont de bonne volonté et qui continuent de se battre malgré les difficultés extrêmes sur le terrain. Moi, je suis vraiment admiratif d'abord de voir que voilà, beaucoup continuent de se mobiliser et que le réseau RCI et toutes les associations d'une manière générale qui sont impliquées dans l'aide aux personnes en situation de précarité dans l'urgence sociale continuent de se battre pour ceux qui arrivent aussi et refusent de distinguer et ne baissent pas les bras, parce que c'est vrai que malheureusement, hein, mais des jours heureux reviendront sans doute, depuis des années, la situation ne fait que se dégrader, que se dégrader, que se dégrader. Et moi, j'ai été très, 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 très
déçu de ce pouvoir, je le redis, parce que je pensais vraiment que le président de la République actuelle serait beaucoup plus courageux que ça. Donc effectivement, il faut rassembler, je crois, aujourd'hui tous ceux qui voilà, sont encore déterminés à agir sur le terrain, dans le débat public, à l'Assemblée nationale et partout, pour pouvoir faire entendre cette voix-là et mettre une pression, parce que c'est un sujet qui est difficile. Et tant qu'on n'arrivera pas à monter un certain nombre de choses aux Français qui, effectivement, sont intoxiqués de mauvaises choses sur cette question vidéo qui circule, où on dit que les migrants ont le droit à une carte de crédit en arrivant, ce genre de choses. Enfin, il faut vraiment arriver à déconstruire ça de manière forte, et qu'on ait dans l'opinion publique, dans le débat public, un lobby citoyen, quoi, une pression qui soit réelle. Et ça, je crois que c'est vraiment, voilà, moi je vous le redis, je crois que c'est vraiment par nous que ça passe, le nous étant tous ceux qui effectivement s'intéressent et continuent de se battre là, de là où ils sont sur ces questions. Moi, je crois qu'il y a plus de gens qu'on ne pense qui pourraient être allants, mais il faudrait encore qu'on lève les craintes qu'ils peuvent avoir. Moi, je dis souvent ça. Quand on ouvrait des centres d'accueil et d'orientation au moment de desserrer Calais, on allait parfois dans les communes qui n'étaient pas très grandes, parce que le ministre de l'Intérieur ne voulait pas qu'on aille dans les métropoles. Il trouvait que c'était mieux de mettre dans les communes moyennes. Bon, on peut discuter de ça, mais enfin, bon, bref, c'était sa volonté à l'époque, Bernard Cazeneuve. Et donc, on allait parfois dans des endroits où les gens ils se disaient « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On va nous ouvrir un centre avec des gens qui arrivent de la lande de Calais. Alors, de Calais, ça faisait très peur. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui arrivent là, etc. Et puis, en général, les réticences étaient réelles au départ. Et au fur et à mesure le centre ouvrait, parce qu'à l'époque, il y avait une volonté politique pour le faire. Donc, le préfet le faisait, il obéissait à son ministre. Et quand le centre ouvrait et que les choses se mettaient en place peu à peu, eh bien, vous aviez souvent la même réaction, exactement inverse, 6 mois plus tard, quand il fallait fermer le centre, où les gens disaient « mais pourquoi vouloir fermer ce centre? Les gens sont bien ici, etc. » Donc moi, je suis certain que les Français sont plus ouverts qu'on le croit. En tout cas, ils ont en eux cette capacité d'accueil. Mais encore faut-il lutter contre des forces très fortes en face qui essayent de dire que voilà, tous ces gens sont dangereux, on a réussi à retourner les choses. C'est-à-dire que la personne qui est en exil, qui a besoin d'aide, de protection, est dans l'imaginaire de plus en plus en train de devenir quelqu'un dont il faut soi-même se protéger. Et c'est pourtant totalement faux et terrifiant pour ceux qui connaissent le sujet. Mais du coup, je pense vraiment que quelque chose qui aurait vocation à documenter, à objectiver, à faire pression et à montrer aussi, s'il y avait un observateur de ce type-là, on pourrait montrer des choses. On pourrait, ce que disait madame tout à l'heure sur les hôtels, il faut le montrer, les histoires de réussite, il faut les montrer. Enfin, cette personne, ce boulanger-là, il a réussi quand même. Il y a eu une pétition en ligne, il y a eu, on est plusieurs journalistes politiques à être tout de suite intervenus pour le soutenir. Darmanin a fini par lui donner papier. Alors, vous me direz, s'il faut à chaque fois que pour une personne, l'employeur fasse la grève de la faim, qu'il y ait une pétition avec 150 000 personnes, bon, c'est vrai que c'est usant, mais voilà, je pense que s'il y avait un endroit où les gens savaient vers qui se tourner, parce que là, les gens, ils se tournent de manière éparse. Ils se tournent vers une de vos associations, ils se tournent vers moi, ils se tournent vers un autre. Mais s'il y avait un seul endroit où on se disait, tiens, ça, on sait que c'est les gens qui regardent ça de près et qui essayent de faire savoir les choses. Moi, je pense que ce serait bien, oui. Je pense que c'est… Là, pour le coup, la balle est un peu dans notre camp, entre guillemets. C'est aussi la responsabilité des gens qui veulent que ça bouge que de savoir s'organiser. Je crois que c'est nécessaire. Bruno René Bazin, il y avait une question. Tu avais posé la main. Tu avais levé la main, Bruno. Mais il faut que tu ouvres ton micro. Bruno, voilà. Oui, tu voulais poser une question, Bruno. Tu avais levé la main. On ne t'entend pas, là. Je suis connecté, il n'y a pas de problème. Si on entend. Maintenant, on t'entend, ça va. Si. Oui, je voulais vous avez dit, vous avez rencontré beaucoup de solidarité, c'est vrai, à Calais et dans d'autres régions de France où les migrants ont été très bien accueillis. Moi, j'ai vu ça au Pays Basque et dans d'autres régions aussi. Mais je me posais une question. Vous n'êtes pas le seul député à avoir un regard
positif sur la migration? Et est-ce qu'il est possible que vos collègues qui ont les mêmes préoccupations puissent se réunir, former un groupe d'études ou quelque chose qui ferait avancer un peu la réflexion et avec lesquels les associations auraient plus de répondants? Parce que c'est très bien, on s'adresse à vous, on s'adresse, vous l'avez dit, on s'adresse à un autre député qui est sensible aussi, mais nous, la société civile, on ne connaît pas trop les orientations aujourd'hui sur ce plan-là des députés, puisque la parole est quand même très limitée. Cette tutelle de l'intérieur est un peu effrayante, même pour vous, les députés. Donc, est-ce qu'il y aurait une possibilité que les députés qui ont à cœur cette question de la migration et qui la rencontrent sur le terrain se regroupent ou au moins puissent faire avancer les choses? Et là, on aurait un interlocuteur important et on pourrait faire pression, nous, la société civile, peut-être plus facilement auprès des autorités. Oui, alors sur la question du groupe d'études, malheureusement, je pense que cette voie a déjà été explorée et n'a pas donné grand-chose, puisqu'il y a déjà un groupe d'études à l'Assemblée nationale. Les groupes d'études officiels sont assez réglementés, et donc déjà un groupe d'études qui existe, hein, j'en fais partie, il ne se passe pas grand-chose. Donc, en revanche, qu'un collectif de parlementaires un peu plus engagés, même si ce n'est pas aussi formel qu'un groupe d'études ou que quelque chose qui a une existence institutionnelle se constitue, oui, mais je pense que pour que ça fonctionne, il faut être, je pense, dans une approche croisée et interdisciplinaire parce que sinon, ça va revenir au même. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous allez continuer à être en réseau associatif. Nous, on va être en réseau parlementaire. Il peut y avoir demain un réseau d'élus locaux ou que sais-je. On peut trouver, mais tout le monde joue dans son. Alors que s'il y avait quelque chose d'un peu plus interdisciplinaire, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, je pense qu'on y arriverait mieux en fait. Et bien sûr qu'il y aura d'autres parlementaires qui vont pouvoir. Moi, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui sont, d'ailleurs, des gens que je connais très bien, Delphine Bagary, Pierre-Julien Laferrière, d'autres sont très concernés aussi. Hein, on est nombreux, mais il faudrait. Je pense que pour donner de l'élan à tout ça, je pense que voilà, arriver à avoir un projet qui nous rassemble et qui nous réunit Voilà. tous, quel que soit finalement l'endroit d'où on part, d'où on se trouve, hein, que ce soit les élus, les associatifs, on pourrait même avoir des journalistes, enfin voilà, ça serait plus fort. C'est peut-être un peu ambitieux, mais en fait, moi, je ne vous parle pas de ça complètement par hasard, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je me dis que quelque chose comme ça serait utile. Déjà pu échanger avec un certain nombre d'acteurs associatifs qui n'étaient pas forcément opposés non plus. Je sais qu'il y a des collègues parlementaires qui seraient d'accord. Il faudrait trouver des élus locaux, je pense que c'est important, des maires qui sont un peu engagés, etc. Voilà, après, c'est toujours pareil, c'est comment se lancer avec quelques personnes de bonne volonté pour que ça avance. Mais je crois que maintenant, là, il faut vraiment comment dire ça, déclencher l'arme atomique là, parce qu'on est tellement tous un peu épuisés voilà, je le dis parce que je crois que ce qui pourrait remobiliser les gens, c'est vraiment quelque chose où tout le monde est autour de la table et où on fait bloc, quoi. Et là, peut-être qu'il y aurait un vrai interlocuteur avec un poids suffisant pour que le gouvernement ne puisse pas faire comme si tout ça n'existait pas. Alors voilà, je n'amène pas les réponses clés en main, j'en ai conscience. Hein. Mais bon. Jean-Jacques, tu voulais dire un mot? Oui, non, je voulais juste me préoccuper de savoir l'heure passant, si vous avez encore des disponibilités pour une ou deux questions pour pas. Oui, je voudrais vous quitter vers 20h, vous m'excuserez, mais oui. D'accord, merci. Sachant que, alors je ne sais pas comment répondre à votre invitation, hein, mais que j'accueille avec plaisir, de voir comment on pourrait effectivement, politique, société civile, journaliste, créer quelque chose de nature à pouvoir faire bouger les lignes. Je pense qu'au sein du réseau, c'est quelque chose qu'on a souhaité depuis longtemps, qu'on souhaiterait depuis longtemps, faire en sorte que, quelle que soit la taille des associations, on puisse effectivement trouver
des points de convergence et des points de rassemblement pour faire valoir un certain nombre de choses. Parce que je pense que si on veut espérer pouvoir avoir effectivement un impact, c'est en jouant totalement collectif et le plus collectif possible sur ces questions-là pour faire valoir soit en observatoire, soit en témoignage, soit en réflexion un certain nombre de choses. Je pense qu'on a au sein des différentes associations des expériences, des vécus, des connaissances, du recul et des réflexions qui, mises en commun avec les vôtres politiques, avec un certain nombre de journalistes, peuvent faire valoir un certain nombre de points. Comme vous le disiez, le problème, c'est de voir comment organiser entre nous cette dynamique, mais j'espère que voilà, dans cet échange et cette soirée débat, voilà, on prend bien cette invitation au sérieux pour voir assez rapidement comment justement on peut la construire, l'incarner et la mettre en œuvre. Voilà, c'est les réflexions qui me venaient au sujet de cette invitation et de cette proposition. D'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève, non? Alors, je vois la main de Jacques se lever. Ah, d'accord. Oui, je voulais demander à M. Taché s'il avait lu l'interview de Macron par Geneviève Jacques dans le journal Réforme peu avant son élection. Je ne sais pas si parce que dans cette interview, il disait que l'immigration se révèle une chance d'un point de vue économique, culturel, social. Il disait que nous ne sommes pas du tout face à un tsunami, contrairement à ce que disent beaucoup d'autres. Et il disait pas mal de choses positives sur l'immigration. Et j'ai l'impression que ce discours, la politique de Macron après son élection en matière de migration, vraiment, c'est à l'inverse de ce discours. Je voulais savoir si vous l'aviez lu. Oui, alors ça me rappelle des souvenirs, mais je ne l'ai plus précisément en tête. Mais en tout cas, ce que votre question m'évoque, c'est vraiment le décalage très important entre ce que Emmanuel Macron pouvait laisser entendre sur ces questions avant son élection et la politique qui a été mise en œuvre depuis. Donc, bon, c'est très retable, mais je pense que là, pour le coup, maintenant, même dans le discours, il assume un peu son changement de cap. Hein, donc, voilà, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à espérer sur le fait d'avoir une politique d'accueil qui évolue très fortement dans un sens de solidarité, mais aussi d'efficacité, parce que pour moi, les deux sont liés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que peut très fortement regretter et qui témoigne d'une vision de la France que moi je trouve en deçà de ce qu'elle devrait être. Et donc, bon, malheureusement, c'est le choix qu'il a fait. Alors, pour peut-être vraiment terminer, et puis je ne sais pas non plus en méthode comment exactement procéder. Moi, je vous redis qu'en tout cas, voilà, je suis disponible. Je peux demander à quelqu'un dans mon équipe de se rendre disponible si on essayait de voir si un petit groupe ne pourrait pas se monter pour essayer de réfléchir au projet qu'on évoquait un petit peu et puis faire le lien avec d'autres parlementaires et autres. Je crois que ce serait vraiment important et intéressant. Et que, encore une fois, avant qu'on rentre dans des étapes très politiques là, de l'année prochaine, etc., les élections qui arriveront, il est important de dire des choses hein, et de remettre en place certaines vérités, parce que ça risque d'être encore, si ça n'est pas fait, si aucune action n'est entreprise, si le débat n'est pas un peu repris par le bon bout, je crains que ce soit encore bien plus dur dans les mois qui arrivent. Donc, voilà, c'est peut-être vraiment aussi ça qui doit provoquer une espèce de sursaut. Mais
voilà, moi je suis prêt à y consacrer du temps et à contacter autour de moi tous ceux parlementaires ou autres qui pourraient être partants dans cette démarche. Et je crois qu'en 2021, ça serait vraiment bien qu'on puisse avoir cela maintenant. Voilà. Et j'étais vraiment très heureux, en tout cas, de passer ce moment avec vous et à votre disposition pour les travaux ultérieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Merci à vous. J'ai une autre réunion. Je propose que nous, de notre côté, des associations société civile, on essaye de voir aussi comment on peut avancer en restant en contact donc, avec vous, monsieur le député. Eh ben, écoutez, ravi de cela. Donc, un grand merci. Merci. Merci Bonne soirée. beaucoup. Bonne Au soirée revoir. à tous.